Bonjour chers spectateurs, téléspectateurs, c'est Eurus TV. Aujourd'hui on fait une interview en français. Vous savez que le français n'est pas ma langue natale. Vous allez entendre ça à ma voix, à ma langue, comment je parle français. Mais ici j'ai quand même un homme très intéressant. Nous sommes ici à Donbass, dans le... Comment s'appelle ici l'hôtel? Donbass Plaza? Le Shakhtar Plaza, oui. Un hôtel de 4 étoiles qui est magnifique. Nous sommes ici à l'invitation par le MIT, ça veut dire le ministère des Affaires étrangères, et qui nous a invités ici. L'accueil est magnifique, l'accueil est très chaud, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est presque parfait. Et ici, nous avons M. Alexei Tarad, qui est quand même, quand j'ai vu, délégué, délégué des Français en Russie, tout ça. Oui, des Français en Russie. Pour les Républicains en Russie. Pour les Républicains, que pour eux. Ouais. Ah, ça va. Ça va. Et j'ai aussi compris, Alexis, que vous habitez à Moscou. Oui, j'habite à Moscou depuis 7 ans maintenant. Et je m'occupe des Républicains pour la Russie et la Biélorussie depuis 2016. Et parce que la vie en France et la vie en Russie est quand même un peu différente. La vie en Russie n'est pas si différente que la vie en Europe. La Russie est un pays qui s'est extrêmement développé économiquement, sur ses infrastructures, sur son mode de vie, en gardant ses spécificités et sa philosophie ou son esprit russe. Est-ce qu'en 7 ans, la Russie a changé? Oui, en 7 ans, la Russie a beaucoup changé et Moscou encore plus. Nous avons un nouveau maire, enfin, qui n'est plus extrêmement nouveau puisqu'il a déjà réalisé un mandat, Sobyanin, qui a pris en charge la reconstruction notamment du centre-ville de Moscou. Il y a eu effectivement beaucoup de travaux d'aménagement urbain, de développement aussi des transports en commun, de modernisation de ces transports en commun et de la ville d'une manière globale, ce qui fait qu'aujourd'hui Moscou est une déjà très belle capitale, et en plus une capitale qui est extrêmement fonctionnelle et extrêmement développée sur tout ce qui est nouvelles technologies. Je pense notamment au Wi-Fi dans le métro ou à la télévision dans le métro, ce qui est assez surprenant, au système qui était assez pionnier en Europe, et notamment, moi je peux comparer vis-à-vis de Paris, de parking, avec des applications sur les smartphones qui permettaient à la minute près de gérer son emplacement et de recharger son emplacement de son rendez-vous ou de son travail. Et voilà, c'est une capitale qui s'est finalement extrêmement modernisée, et c'est une très grande capitale donc qui a gardé aussi son âme russe quelque part. Parce qu'en Occident, je suis belge, Florent, j'entends quand même pas mal de remarques de gens qui pensent que la Russie est quelque part un pays arriéré, presque comme, excuse-moi, je ne vais pas insulter, comme l'Afrique. C'est pas vrai. Non, ce qui est extrêmement surprenant, effectivement, comme propos, même si je confirme qu'il y a beaucoup de mythes autour de la Russie. Moi, je vais parler de mes concitoyens français, en tout cas, mais dans l'esprit des Français, qui voient la Russie comme un pays effectivement encore sous-développé. Et tous mes concitoyens qui se déplacent ou qui découvrent la Russie pour la première fois, et particulièrement Moscou, puisque je vais plus parler même de Moscou aujourd'hui, découvrent une ville extrêmement moderne, sont extrêmement surpris, et même m'avouent que notre capitale française, Paris, a un manque de modernité comparé effectivement à Moscou aujourd'hui. C'est fort que vous dites, parce que vous dites quelque part que Moscou est plus développé que Paris. Oui, aujourd'hui, oui, c'est une réalité. Les infrastructures et tout ce qui est lié aux nouvelles technologies ou à je dirais à la modernité de vie des citoyens sont aujourd'hui, en toute honnêteté, en avance, malheureusement, par rapport à Paris, et j'en suis bien triste. Est-ce qu'on peut presque dire, parce que je vis pas loin de Bruxelles, je pense que Bruxelles-Paris se ressemble quelque part. J'imagine. Dans le métro, on retrouve le même style de gens, comme on dit. Dans le métro de Paris ou le métro de Bruxelles, je veux dire le même taux de criminalité, je pense. Non. Aussi. Ah, Paris-Bruxelles, oui, pardon. Paris-Bruxelles. Oui, Paris-Bruxelles, oui. Mais quelque part, parce que vous aimez la Russie? J'aime la Russie, je vis en Russie depuis 7 ans, donc je pense que
Au bout d'un certain nombre d'années, il faut aimer le pays dans lequel on vit, sinon c'est ingeable. Mais quel est votre rapport émotionnel dans le cœur avec votre pays natal, parce que vous êtes français, et vous voyez quelque part, si je ne me trompe pas, moi le cas en Belgique, c'est qu'on voit que la Russie se développe, il y a 15 ans c'était pire ici, et on voit qu'en Europe ça se dégrade. Exactement, oui. C'est vrai. Et qu'est-ce que ça fait pour un homme justement, vous parliez d'émotion, et justement vous parlier de cette affection pour notre pays natal, vous la Belgique, moi la France. Moi je n'ai pas de visa, ou je n'ai pas de passeport russe et j'en ai pas envie, je suis français et très attaché à mon pays. Effectivement, je vois un pays dans lequel je suis résident qui s'est extrêmement développé, économiquement, sociétalement, avec l'apparition d'une classe moyenne, d'une middle class, qui a d'ailleurs un pouvoir d'achat extrêmement important, qui voyage beaucoup, qui est extrêmement dynamique, qui est extrêmement européanisé aussi dans sa façon de voir le monde désormais. Et puis je vois à côté de ça mon pays natal et la ville que j'aime, qui est Paris, sur lequel il y a des conditions qui sont de plus en plus difficiles de vie au quotidien. On a des concitoyens qui sont en crise, c'est gilet jaune depuis maintenant un grand nombre de semaines. C'est un mal-être, je dirais, social en France, qui fait que notamment lors des dernières élections, on a eu un président, je dirais presque par défaut, parce que c'est un président dans lequel il faut complètement occulter le second tour des élections et il faut rester sur un président qui a été acté à la fin du premier tour. Et c'est un président donc, qui représente 23% des Français uniquement. Et donc on a eu une explosion aujourd'hui de la vie ensemble des Français en différents groupes, en différentes communautés, que ce soit politique, que ce soit religieux, que ce soit également sociétal, en termes de pouvoir d'achat, en termes de est-ce que ce sont des Français de Paris, est-ce que ce sont des Français de province, est-ce que ce sont des Français ruraux, voilà, c'est beaucoup de clivages qui se font et qui font que la France aujourd'hui vit difficilement, économiquement également. La reprise économique qui était prévue n'a pas été atteinte et aujourd'hui on est dans un pays qui est assez stable, mais sur sans croissance justement. Et une Russie effectivement, pour finir la comparaison, qui s'est modernisée comme on le disait, qui elle a une croissance, même si c'est plus difficile depuis quelques années avec les sanctions économiques, mais il y a encore un emploi qui est assez facilement accessible pour les Russes. Le président Poutine a sécurisé la monnaie russe, le rouble et donc l'épargne de ses concitoyens. On a un pays qui n'a pas de dette, qui a des réserves naturelles extrêmement importantes et justement encore et de manière beaucoup plus pertinente à l'heure où justement on a un relancement du prix du baril d'essence, donc ça renforce sa Russie économiquement dans son potentiel à venir. On a une Russie qui s'est aussi développée sur des nouveaux axes économiques, et je pense notamment aux nouvelles technologies, sur lesquelles la Russie, et notamment à Moscou avec Skolkovo, s'est extrêmement impliquée en termes d'investissement. Et puis on a une Russie qui s'est ouverte sur des métiers qui pour nous paraissent une évidence, mais qui sont en déperdition en Europe. Je pense à l'agroalimentaire, l'agriculture, etc., qui là effectivement n'étaient pas suffisamment bien traités en Russie et qui aujourd'hui prennent un essor extrêmement important. Je vois la Russie arriver en quelques années second exportateur de blé, second exportateur mondial de blé. C'est une croissance incroyable et ils ont la capacité, je dirais, naturelle par la dimension du pays, par la disposition de leur sol, de pouvoir continuer à développer cette activité extrêmement impressionnante. Est-ce que pour vous, la Russie a l'espace? Il n'y a aucune question, la Russie a l'espace. Mais est-ce que la Russie a le temps pour vous? Le temps de continuer à se développer? Parce qu'il y a quand même, dans le monde entier, beaucoup de choses qui se passent. On ne connaît pas qu'est-ce que l'Amérique va faire. L'Amérique, bien sûr, comme les Russes me disent, l'air sans la guerre. C'est vrai. Il y a quand même, et chez nous, en Europe, les gens ont peur d'une guerre avec la Russie. Mais ici, les gens ont aussi peur d'une guerre avec l'OTAN. Dans le fond, il n'y a personne qui le veut. Mais bien sûr, le leader décide et le peuple crève. C'est un peu ça. Est-ce que la Russie a le temps? Est-ce que la Russie doit se dépêcher?
pour se développer aussi sur le plan armé? Moi, je pense que la Russie d'il y a 15 ans, 20 ans et la Russie d'aujourd'hui sont deux pays totalement distincts, totalement différents, avec des courbes différentes. Une Russie d'il y a 20 ans qui était plutôt en descente et au creux de la vague, on dirait, et une Russie actuelle qui s'est stabilisée dans une période de crise économique et commence à avoir un redéveloppement. Donc ça c'est extrêmement important parce que ces infrastructures aujourd'hui, on l'a dit, sont en place. C'est un pays qui n'a plus besoin d'avoir cette croissance extrêmement importante comme elle l'a eu dans les années 2000. Elle peut maintenant gérer une croissance beaucoup plus modérée et continuer à se développer comme elle le fait notamment. Vous parliez des BRICS, elle le fait avec des nouveaux accords économiques avec les pays du BRICS, aux dépens justement des pays d'Europe, notamment en ce qui me concerne des pays de la France. Vous viviez déjà 7 ans ici en Russie. Ça veut dire que les 5 ans de sanctions contre la Russie, est-ce que les sanctions vous a touché, vous personnellement? Parce que, par exemple, il y a un salaire. Vous avez un salaire, voilà. Vous allez au magasin. Il y a plein de magasins en Russie, des grands magasins avec des produits qu'on vend comme partout. Est-ce que les sanctions ont pour vous, qui vit la vie quotidienne, une influence? Est-ce que par exemple, oh il n'y a pas de fromage, oh il n'y a pas de lait, par exemple, quelle est l'influence des sanctions pour vous? Alors les sanctions ont une influence énorme sur l'économie russe et donc sur ses résidents, dont les expatriés français, que je connais bien. Elle a une influence, pourquoi? Parce que effectivement la Russie a été obligée de modifier son comportement d'achat, puisqu'il y a eu, suite aux sanctions, des contre-sanctions, notamment sur les produits alimentaires issus d'Europe et de France. Elle a été obligée de modifier son comportement d'importation alimentaire et même de développer ses connaissances de fabrication locale. C'est-à-dire qu'un grand nombre de produits, comme notamment les fromages, pour parler d'un produit important pour nous Français, les produits laitiers et les fromages sont désormais fabriqués en Russie. Et puis depuis 5 ans, il y a eu une amélioration de la qualité des fromages qui fait qu'aujourd'hui, les Russes sont totalement autonomes sur cette question et arrivent à produire des fromages globalement de bonne qualité. Et suffisant pour notamment pour, je dirais, l'histoire culinaire ou le rapport des Russes au fromage, qui n'ont pas, comme nous en Europe, peut-être une sensibilité et un goût immodéré des fromages et de certains autres éléments. Donc c'est tout à fait suffisant en termes de qualité, donc ça modifie complètement les rapports économiques, ça notamment avec les partenaires européens, mais ça modifie également le pouvoir d'achat, je dirais, des habitants locaux, des résidents, puisque un fromage fabriqué en Russie, vous l'aurez facilement compris, a un coût marché beaucoup moins important qu'un fromage exporté de France, des Pays-Bas ou de Suisse. De même manière, pour répondre sur votre question, la modification du pouvoir d'achat et à la rigueur sur les salaires des résidents et notamment des expatriés, pour les expatriés, ça a été, et notamment pour, je parlais de la communauté d'affaires française à Moscou ou en Russie, ça a été extrêmement impactant, ces sanctions, parce que on s'est retrouvé avec un rouble qui avait dévissé, qui était passé il y a 7 ans quand je suis arrivé de 1 euro pour 35 roubles à 1 euro au pire de la crise, à 1 euro pour plus de 100, 110, 115 roubles, ce qui était des journées extrêmement catastrophiques et sur lesquelles le Kremlin a su mettre des mesures avec la Banque nationale de Russie pour justement stopper l'inflation. Ou la dévaluation du rouble plutôt, et effectivement ça a modifié la question des paiements des salaires, puisqu'un expatrié étant globalement une personne qui avait un salaire élevé, avec des packages à côté de son salaire sur son habitation, son assurance médicale pour sa famille, sur la partie scolaire de ses enfants, sur le fait d'avoir un chauffeur et une voiture à disposition, éventuellement. Tout ça, ça avait un coût extrêmement important, puisque les contrats d'expatriés étaient principalement ou bien en dollars ou bien en euros. Et donc, la valeur de l'euro et du dollar ayant tellement grimpé par rapport au rouble, les entreprises se retrouvaient dans une situation où elles ne pouvaient plus être en mesure de continuer à avoir des grilles de salaire aussi importantes. Donc ça a modifié quoi? Ça a modifié,
que pour les entreprises étrangères et notamment françaises, il y a eu un grand nombre de contrats qui ont été arrêtés, où les expatriés ont été renvoyés sur des missions dans d'autres pays d'expatriés, donc ils ont changé leur expatriation, ils ont quitté la Russie tout simplement, et puis on a gardé pour ces entreprises exclusivement, je dirais, un directeur général français par exemple, et puis l'ensemble du reste du personnel est devenu des contrats locaux, c'est-à-dire soit des Russes, qui ont eu depuis un certain nombre d'années l'occasion de travailler en France, de collaborer, de rencontrer, d'avoir des formations en France et donc d'être tout à fait au fait des méthodes de fonctionnement européennes, mais pour un contrat local donc beaucoup moins cher pour l'entreprise, et puis éventuellement des Français qui eux ne sont plus véritablement dans un statut d'expatrié, mais plutôt dans un statut d'immigré. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se sont mariées avec une Russe, qui souvent ont des enfants franco-russes, et qui du coup ne sont plus eux dans un process d'expatriation classique, c'est-à-dire je viens de 3 ans dans un pays, puis après j'aurai une mutation dans un autre pays, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, ce sont des personnes qui sont établies sur du long terme, un long temps en Russie, et éventuellement sur ce long temps, il n'y a pas d'idée de fin. Donc on leur a dit, bah, c'est très simple, si vous voulez continuer à vivre avec votre famille en Russie, donc nous on peut continuer à vous embaucher, mais on remodifie complètement votre contrat. Donc au lieu d'être sur un contrat d'expatriation, vous allez passer sur un contrat local. Le contrat local étant forcément moins bien payé, ça permettait aux entreprises de conserver une activité avec des salariés étrangers, mais par contre ça modifiait complètement, vous l'avez dit, la capacité, enfin le pouvoir d'achat en fait de ces étrangers dans leur vie quotidienne. Alors pour le russe d'une manière globale, la modification en fait, ce changement du pouvoir d'achat n'a pas été extrêmement marqué. C'est-à-dire que, oui, bien évidemment, il y a eu une petite perte de pouvoir d'achat. Les Russes qui sont extrêmement naturellement dépensiers. C'est-à-dire que la mentalité du Russe est de dire, si j'ai de l'argent et à l'instant T et que je veux m'acheter, je sais pas, une voiture, une maison, je vais le faire immédiatement parce que on ne sait pas de quoi demain est fait, donc autant le faire maintenant. C'est la mentalité russe. Là, se sont dit, peut-être je vais commencer à essayer de d'épargner un petit peu et de sécuriser un petit pécule. Donc ça modifie un petit peu leurs capacités. Et puis le gouvernement a mis en place des mesures extrêmement fortes, notamment au niveau des loyers, en bloquant la capacité d'un propriétaire à modifier son loyer en fonction des zones géographiques dans lesquelles est le bien, de la typologie du bien, son métrage, etc. En fait, de sa valeur sur le marché, et en limitant la modification des loyers par le propriétaire. Donc ça a permis aux Russes, je dirais lambda, de savoir que son habitation qu'il loue était sur une base de prix équivalente à ce qu'il connaissait déjà, il n'y a pas de variation ou pas de crise à imaginer, de savoir que l'État avait fait pareil sur les prix, notamment globalement des produits, des matières premières, donc sur les prix des principaux produits que l'on achète, notamment en grande surface. Donc ça permettait aux Russes lambda d'avoir une stabilité dans son mode de vie actuel, et effectivement ça a influé sur leur capacité à peut-être commencer à épargner et peut-être moins faire ce pourquoi les Russes étaient extrêmement fans de crédits revolving, ce qu'on appelle des crédits revolving en France, c'est-à-dire des crédits à 16, 17, 18% de taux d'intérêt et plus, effectivement, et dont les fans étaient les Russes étaient très très fans. Voilà. Est-ce que j'ai bien compris que c'est aussi votre expérience que les sanctions ont quelque part un effet boomerang, mais en positif? Qu'avant, la Russie importait tout de l'étranger parce qu'on payait facilement avec l'essence, avec le pétrole, et que maintenant, à cause des sanctions, ils doivent tout faire eux-mêmes. Mais parce qu'ils doivent tout faire eux-mêmes, le fromage, le vin, et tout, ils deviennent encore plus indépendants du monde entier. Alors, c'est exactement ça, de manière très claire. Ça a été une aubaine pour les Russes, et malheureusement, je pense que ça a été le contre-effet pour nous Européens. C'est-à-dire que les personnes que nous avons pénalisées finalement ne sont pas les Russes. Les Russes ont eu cette résilience de se restructurer, de créer leurs besoins de manière autonome ou bien en se tournant vers de nouveaux partenaires. Tous les nouveaux partenariats avec les BRICS, avec Brésil, avec même le développement économique avec la Chine a été très, très important. Et tout ça, ça a été au détriment de nous, Européens, finalement. Donc, par
et c'est ce que nos entreprises, notamment françaises, implantées en Russie, puisqu'on a 38 entreprises du CAC 40, donc 38 des 40 entreprises les plus importantes françaises qui sont aujourd'hui implantées en Russie, c'est ce qu'elles disent systématiquement: arrêtons les sanctions parce qu'elles ne pénalisent pas la Russie, elles nous pénalisent nous, dans notre développement économique en Russie. Donc effectivement, ça a été extrêmement malvenu, mal choisi ou voilà. Oui, parce que c'est un peu, pour moi, que je connais quand même bien l'Europe, je connais bien la Russie, moi je vois une chose. Il faut dire la vérité, les Américains nous ont poussé vers les sanctions, les Européens. C'est une politique américaine qui a dit, voilà, on a utilisé la Crimée pour bloquer la Russie. Les Américains veulent dominer le monde depuis la naissance de l'Amérique. C'est la géopolitique américaine. Eux disent, l'Europe voulait collaborer plus avec la Russie, plus de business, plus rien, des sanctions. Ils savaient qu'on allait avoir des contre-sanctions. De l'autre côté, je vois que les Américains eux-mêmes continuent à collaborer avec les Russes, dans l'espace et partout. Et c'est pourquoi est-ce que les Européens, les politiciens, pourquoi ils ne comprennent pas? Je pense que la France, pour le coup, a sans doute a été un peu naïf. Effectivement, c'est un très bon résumé, c'est-à-dire que... Naïf ou complice? Moi, je veux dire naïf. Naïf. Effectivement, ce sont les Américains qui ont extrêmement poussé pour la mise en place de ces sanctions. Et c'est sur leur élan que l'Europe a mis en place tous ces programmes, notamment de sanctions financières, qui avaient pour but de contraindre la Russie de relâcher son emprise culturelle, historique, etc., avec la partie est de l'Ukraine dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Les Américains n'ont pas du tout respecté les sanctions, c'est-à-dire qu'à chaque fois que leurs entreprises avaient des besoins de collaboration avec la Russie, ils sont complètement passés outre les sanctions qu'ils avaient eux-mêmes appelé à mettre en place. Donc c'est extrêmement singulier. Et puis les Français, eux, ont sans doute été un petit peu soit naïfs, soit idiots dans l'histoire, en disant, bah non, nous il y a des sanctions, on va jouer le jeu à fond et on va les respecter. Et on a été seuls d'un don de la farce à effectivement respecter quelque chose dont les Allemands contournaient le problème ponctuellement et dont les Américains, eux, le franchissaient allègrement sans aucun souci. Donc c'est beaucoup plus simple comme explication. C'est hypocrite, on pousse quelqu'un d'autre à faire quelque chose, mais on ne le fait pas soi-même. Alors par contre, ça c'est effectivement vrai, c'était une situation qui était complètement hypocrite. Alors effectivement, vous avez raison, c'est-à-dire que ceux qui ont mis en place les sanctions ont été hypocrites et n'ont pas respecté leurs engagements, les engagements qu'eux-mêmes appelaient. Maintenant, ça a été aussi, il faut l'expliquer, une chance pour la Russie, parce que la Russie, il y a 10 ans, vivait globalement avec des entrées, des flux financiers à hauteur de 65% venant de leur programme énergétique, c'est-à-dire gaz, pétrole, etc. Et aujourd'hui, 10 ans plus tard, elle s'est diversifiée. On parlait tout à l'heure de l'agriculture russe qui est en plein essor. On parlait tout à l'heure du côté nouvelles technologies, start-up qui est en plein essor pour le coup en Russie. Et aujourd'hui, sa dépendance au flux énergétique est globalement de l'ordre de 40 à 45%. Donc c'est-à-dire que sa dépendance a extrêmement diminué, ou en toute cause, la Russie est maintenant liée à une explosion de revenus de différentes parts qui la rendent beaucoup moins fragile ou soumise aux variations, notamment aux variations du prix du pétrole, comme on l'a eu il y a quelques années. Donc c'est extrêmement positif pour la Russie ce qui se passe. Une question d'un autre style. La Russie. Oui. Qu'est-ce que vous aimez en Russie? Ouais, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que j'aime en Russie? Peut-être que... Je vois que vous êtes bien ici. Oui, non, mais la Russie est un pays agréable à vivre déjà. C'est un pays extrêmement sûr en termes de criminalité. Moscou, Saint-Pétersbourg et de manière globale la Russie sont des villes extrêmement propres. Les Français qui sont venus, notamment moi j'en ai rencontré beaucoup pendant la Coupe du Monde, qui ne connaissaient pas du tout la Russie, qui ne venaient pas du tout en Russie pour découvrir la Russie, mais ils venaient dans le contexte Coupe du Monde, me disaient qu'ils étaient extrêmement surpris par
une population accueillante, Oui. des villes et jolies en architecture, des villes propres, et puis des villes sûres où effectivement on peut se balader de jour de nuit sans avoir à craindre. Ouais. Vous parliez tout à l'heure de la question des métros. Les métros sont ils sont très beaux. Très Ce sont beaux. presque des musées. Oui. C'est le métro Moscovitz, c'est je crois l'un des 3 premiers en termes de volume de passagers par jour Ouais. au monde. Donc c'est un 14 millions par jour. ah ouais, c'est énorme, je crois que c'est quasiment 15, oui, effectivement. Oui. C'est quelque chose d'absolument incroyable, Oui. mais il reste propre, il reste sûr, notamment par la présence à l'intérieur de policiers, et puis moderne, parce qu'on en parlait tout à l'heure, des télévisions, du Wi-Fi partout. Ouais. Ouais, c'est assez incroyable finalement. Donc c'est vrai que la Russie a ce côté très agréable à vivre. La mentalité russe, si je peux me permettre, même si je suis pas encore suffisamment vieux, mais de ce que j'en entends de mes parents, de mes grands-parents, etc., la mentalité ou le savoir-vivre en France qu'on essaye on parle toujours du fameux vivre ensemble, Oui. qu'on n'arrive jamais à trouver en France et qui est illusoire aujourd'hui en France. La Russie, là encore, de manière sociale, c'est-à-dire les différentes classes sociales savent vivre ensemble, les différents cultes vivent ensemble. La Russie est un pays cosmopolite et aux nombreuses religions qui toutes vivent en respect, avec un respect mutuel et vivent ensemble, les unes à côté des autres. Et ça, nous ne l'avons plus, je pense, peut-être je parlais de la France, mais sans doute en Europe, depuis une 50aine d'années. La Russie est encore il me semble, cette Europe d'il y a 50, 60 ans, avec ce respect mutuel des uns des autres, des biens de chacun. Moi, je viens d'un pays dans lequel malheureusement un des jeux c'est de rayer les voitures dès qu'elles sont un petit peu jolies, dès que ce sont un peu des voitures de marque. Ce n'est pas dans une mentalité russe. Non. Le russe n'a pas une idée de dire bah voilà, c'est une personne qui a réussi, il faut lui rayer sa voiture, absolument. Il va plutôt dire bravo à lui et à moi d'essayer de faire pareil. Voilà. Donc il y a ce côté. Il y a moins de jalousie entre les Russes, hein, parce qu'un Russe a une belle bagnole, comme on dit en français, et l'autre a une vieille Lada. Je vois moins de jalousie entre les deux là, que par exemple chez nous en Flandre, où l'un a une voiture de telle marque et l'autre a une voiture d'une gamme un petit peu plus. Ça veut dire pour très peu de plus, on est plus jaloux dans mon pays, des voisins, tout ça, et on trahit plus. Il travaille en noir, on téléphone et tout ça. Les Russes ne s'occupent pas de ça. D'être jaloux, et le Russe ne s'occupe pas de trahir son voisin. Ça, je ne sais pas s'ils trahissent ou pas trahissent leur voisin. Ce qui est certain, c'est que je pense que la question de jalousie de la réussite de son voisin est effectivement, pour le coup, pas un des défauts des Russes qui en ont, comme tout le monde, mais celui-ci, ils ne l'ont pas. Mais ça vient simplement, on en parlait tout à l'heure, du savoir-vivre ensemble. C'est-à-dire qu'on prend dans beaucoup de... je vais même aller dans des zones de Moscou. On va parler de zones de Moscou qui sont des zones, ce que nous on appellerait plutôt pauvres ou populaires. Dans un même bâtiment, vous allez avoir la famille d'immigrés d'Arménie, d'Ouzbékistan ou autres, dont le père travaille beaucoup, la mère également, et tout le monde essaie. Ce sont des familles très modestes, mais extrêmement active professionnellement. À côté de ça, vous allez avoir la babouchka qui a une toute petite pension de retraite, et puis l'étage d'à côté, vous allez avoir, ou l'étage du dessus, pardon, vous allez avoir le jeune couple moderne et trendy de cadres moscovites qui, eux, tous les deux ont un bon confort de vie, et tout le monde va vivre ensemble de manière globale parce que chacun se respecte et chacun globalement fait peut-être plus attention à l'autre. C'est pour ça que notamment dans les résidences en Russie, il y a toujours ce gardien d'immeuble quasiment systématique qui a, au-delà de garder la propreté et de veiller, je dirais, à sa résidence, qui a aussi une notion sociale dans son travail, de veiller à ce que justement notre fameuse babouchka ne soit pas malade dans son coin, et en tout cas, voilà, de garder un petit peu le bien-être entre les gens, et ça les Russes ont encore. Et quand je parlais d'une Russie qui est le reflet peut-être d'une Europe d'il y a 50-60 ans, c'est sans doute ça, le respect des uns des autres, des différences,
des cultes différents. La Russie, c'est, je crois, 30% de sa population musulmane. Ouais. C'est une orthodoxie qui a explosé depuis 10 ans et qui est extrêmement prégnante, notamment au niveau politique également, qui a son mot à dire dans le développement de la Russie. C'est des catholiques qui sont totalement bien intégrés en Russie. Voilà, différents milieux sociaux, différentes religions, mais un esprit commun, nous sommes russes. Est-ce que c'est parce que le gouvernement veille qu'il n'y a pas de clash entre groupes, ou est-ce que c'est dans le, comment on dit, c'est dans le code génétique des gens ici? Je ne sais pas discuter. Par exemple, on prend Yougoslavie. Dès que, comment on dit, sur la main dure de Tito et plus tard des autres a disparu, les peuples se sont entretués de façon horrible. Ici en Russie, je ne vois pas ça. Bon, la Russie, alors la réponse elle se trouve dans les deux choses que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'à Russie, et Poutine présente la Russie de cette manière-là, c'est un pays multiculturel, multiethnique. Donc, historiquement, de tout temps, la Russie a été faite de multitudes de peuples. Donc, c'est dans leur code génétique. Ça rejoint ce que vous dites. Mais également, en même temps, la Russie a toujours eu besoin d'un pouvoir fort. Et dès qu'elle a eu un pouvoir un peu faible, ça a été très difficile pour la Russie. C'est là que les années de crise sont arrivées. Je pense à Eltsine, je pense à la fin du mandat Gorbatchev, etc. C'est pour parler vraiment uniquement de ce qui est le plus proche de nous. Mais la Russie a aussi ce côté dur et n'accepte pas la faiblesse. Donc il faut toujours être en Russie fort pour justement pouvoir garder le contrôle, garder éventuellement le pouvoir dans le bon sens du terme. Hein. C'est pas d'être une dictature, mais c'est de pouvoir garder le contrôle sur son peuple de manière positive. Et il faut effectivement un président fort qui puisse garder la Russie sous contrôle pour pouvoir garder aussi cet équilibre sociétal, cet équilibre économique. C'est aujourd'hui un président fort, c'est Vladimir Poutine. Parce que maintenant, en parlant du président fort, il y a beaucoup de gens dans l'Occident qui pensent que ici c'est une dictature, que la presse dit qu'est-ce que Poutine dit et rien d'autre. Quand nous comparons la presse en France, moi je peux comparer avec la Belgique, et la presse, comment on dit ça, le média en Russie, est-ce que vous ressentez une forme de dictature en Russie, que je n'ai pas tout à fait ma liberté, ou est-ce que vous avez... Où est-ce que vous avez le plus de liberté? En France ou ici? Je pense que la question n'est pas en France ou en Russie. En France, en Russie, aux États-Unis, en Angleterre ou dans n'importe quel pays, globalement, il y a une orientation médiatique gouvernementale. Et en tout état de cause, la volonté de protéger des intérêts nationaux. C'est tout à fait compréhensible. CNN est un média qui a une volonté de défendre les intérêts économiques américains, ce qui est absolument compréhensible. France 24 fait de même. Russian Today pour les Russes. Il n'y a rien à critiquer dans cette action-là. C'est un process extrêmement naturel des choses. Donc en soi, c'est pas de la propagande c'est pas tant de la propagande que de la défense de ses intérêts, ou du moins une meilleure mise en avant de l'identité de chaque pays. Donc pour la question de la propagande, je dirais non. Elle est ni plus ni moins que la même que dans tous les pays du globe, je dirais dans tous les pays occidentaux qui ne sont pas en dictature. Ce qui répond à votre question, non, la Russie n'est pas une dictature parce que Vladimir Poutine est un homme qui a été élu avec un fort taux d'approbation que moi je constate réellement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... je vous donne une anecdote, j'avais... fait un pari lors de la dernière élection, en amont de la dernière élection, avec des médias, où j'avais pronostiqué 75% au second tour pour Vladimir Poutine. Je crois qu'il a fait 76%. Voilà. Et donc, France Inter me rappelait le lendemain des résultats, en me disant bravo, mais comment vous aviez, qu'est-ce qui vous avait fait croire qu'il allait faire ce résultat? Je disais, c'est très simple. Je parle aux gens de la rue, j'écoute ce qui se dit. Et là encore une fois, c'est une erreur des sanctions et une erreur de gestion de l'Europe et des États-Unis de la crise en Ukraine. La Russie, juste avant le Maïdan, était une Russie qui se posait beaucoup de questions sur le président Vladimir Poutine et pour lequel les sondages de satisfaction étaient globalement autour des 50%
et peut-être même un petit peu inférieure. Il y avait une vraie opposition qui se créait autour de la question de Vladimir Poutine, président de la Russie, sur un nouveau terme, ou un nouveau mandat, pardon, pour reprendre un mot français. Les sanctions, l'application ou la notion ou le sentiment pour les Russes d'avoir été systématiquement mis comme le méchant de l'histoire et d'avoir un Russian bashing, voilà, a renforcé cette, vous savez, ce grand destin national, cette chose qui fait que les Russes se sont ressoudés également autour de leur président. Se sont aussi rendus compte que le président qu'ils critiquaient était quelqu'un qui était en train économiquement de sauver le pays par des mesures fortes, notamment pour empêcher que le rouble n'explose et que donc du coup les biens et les investissements ou du moins les économies pardon, des Russes ne font et que les gens se retrouvent sans rien comme ça a été dans les années 98 où il y a eu une crise extrêmement dure. Les Russes se sont rendus compte que Poutine avait réussi à sauver, je dirais, la Russie d'un éclatement et en même temps redonner à la Russie une présence diplomatique internationale qui n'existait plus depuis très longtemps finalement. Et donc ces deux actions-là ont fait que les Russes qui étaient plutôt dans une opposition à Vladimir Poutine, quand moi je dialogue avec eux, me disaient finalement c'est peut-être pas si mal. Finalement, on ne voit pas aujourd'hui non plus de candidats opposants qui soient en capacité de faire la même chose. Et donc le fait qu'il y ait un renforcement dans l'identité nationale, le fait qu'il n'y ait pas aussi une opposition extrêmement pertinente, Navalny, notamment, avec tous ses déboires, n'a pas su être suffisamment crédible, puis en plus il a de toute façon pas pu être candidat tout court. Le candidat du Parti communiste, qui était peut-être le premier opposant, ramenait toujours à la Russie sous l'ère Union soviétique, donc ne séduisait pas forcément toutes les classes ou toutes les générations en Russie, je pense notamment aux jeunes cadres dynamiques qui sont plutôt dans une mentalité d'internationalisation de la Russie, ne voyaient pas forcément d'un bon oeil ce retour, et c'est un volume d'électeurs très important. La jeune Sobchak, effectivement, ne prêtait pas crédibilité. Elle a obtenu 1,5%. Oui, tout à fait. Rien. Alors que médiatiquement, elle était justement... Elle était très fort connue. Oui, alors elle est très poussée dans les médias et ça, c'est bien notamment une des preuves qu'il n'y a pas une dictature médiatique en Russie, parce que Sobchak a été extrêmement, un peu comme Macron d'ailleurs en France, était extrêmement mise en avant médiatiquement. Donc c'est bien un exemple. Et au résultat, elle a fait un résultat qui était... Au final, pardon, elle a fait un résultat qui était extrêmement médiocre, c'est moins qu'on puisse dire. Donc, et les Russes n'ont pas trouvé quelqu'un qui soit prêt à prendre le relais de Vladimir Poutine. Et ça, il faudra quand même y réfléchir parce que c'est un président qui commence à avancer dans l'âge, donc sur lequel il va falloir envisager le futur de la Russie. Et il faudra un président qui soit, à mon sens, pour les Russes et pour le fonctionnement de l'âme russe et de la psychologie du citoyen russe, il faudra un personnage qui soit charismatique à l'international, bien évidemment, pour que la Russie reste forte internationalement, mais à l'intérieur, un président qui soit fort comme l'a été Vladimir Poutine. Voilà. Ça ne va pas être facile. Écoutez, il y a beaucoup de Russes qui craignent, parce que je suis souvent en Russie aussi. Il y a beaucoup de Russes ont des angoisses, parce qu'ils pensent et quoi après Poutine, parce qu'ils ont vraiment la peur de retourner vers l'époque Yeltsin. Et comme vous dites bien, moi je pense aussi que Poutine est le leader, il est fort, Poutine est mental très fort aussi. Mental, ça se voit quand il fait du sport, quand il parle dans le débat, on voit qu'il domine. C'est un dominateur, c'est un, comment on dit ça en français, alpha manager, en français je sais pas, un homme alpha, on dit, mais dans le bon sens, et les Russes, ils ont vraiment, et plus, comme vous dites, il n'y a personne d'autre. Qui va le faire? Alors, il n'y a personne d'autre, oui et non. La Russie, déjà, c'est une grosse population, 140 millions d'habitants, donc on peut quand même espérer que sur 140 millions d'habitants, il n'y ait pas que Vladimir Poutine qui soit un homme extrêmement brillant, il y en a quand même plein d'autres. Alors, avec plus ou moins âgés, effectivement, naturellement, il y avait des personnes comme Lavrov, mais qui, du coup, à la fin du mandat de Vladimir Poutine, seront sans doute
pas dans un âge de démarrer un nouveau mandat, mais il y a plein d'autres talents. Je pense à Peskov, qui est un homme extrêmement brillant, Shoigu, Sobyanin. Exactement, Sobyanin n'est pas à négliger du tout, puisque je pense il y a Sobyanin. Non, exactement. Parce qu'il gère Moscou pas mal. Oui, non, c'est exactement ça. C'est un homme qui a des résultats extrêmement probants sur une ville aussi importante que Moscou, qui est une agglomération une ville de 15 millions d'habitants et une proche agglomération incluse de 20 millions d'habitants. Donc c'est une des grandes mégalopoles mondiales. Donc effectivement c'est une personne qui pourrait être un futur prétendant, et puis après peut-être pas pour l'élection d'après, mais peut-être dans 2 élections, 3 élections. On a des jeunes talents, notamment chez Vanguard, je pense à l'heure actuelle président Denis Davidov, qui est extrêmement brillant, extrêmement talentueux, qui est aussi charismatique, et qui sont une jeune génération russe qui ont vu l'Europe, qui voyagent beaucoup, qui sont extrêmement internationalisés dans leurs réflexions. Et ça, c'est sans doute une chance pour un avenir tourné vers le monde pour la Russie. Vous êtes moscovite? Je suis moscovite, je vis à Moscou, oui. Parce que j'entends souvent, moi si j'ai mon opinion de ville russe, je suis moscovite aussi quelque part, même que j'ai une maison en dehors de Moscou, dans pas de Moscovia, parce que je préfère la terre qu'un appartement, mais c'est un choix personnel. Et ok, est-ce que vous êtes moscovite parce que votre travail est là pour la facilité, vous très vite, ou est-ce que vous êtes vraiment moscovite qu'ailleurs vous ne pouvez pas vivre? Par exemple, vous pouvez vivre à Saint-Pétersbourg ou à Yekaterinburg ou des autres villes? Ou est-ce que vous êtes vraiment moscovite? Non, Moskva. Mais je n'aurais pas que certains Russes me fassent la tête quand je vais les visiter. Donc je vais dire avec diplomatie que je serai capable de vivre dans n'importe quelle ville, mais pour répondre à votre question, je suis plutôt, c'est mon trait de caractère, plutôt urbain que rural, donc je préfère vivre dans une ville. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore dire aux Européens qui vont voir la vidéo? Non, alors ce que je voudrais dire, à la rigueur, je peux peut-être me tourner vers eux. La Russie, c'est un pays finalement qui est extrêmement passionnant à découvrir, d'un point de vue architectural, d'un point de vue également culturel. Le tourisme en Russie s'est extrêmement développé, puisque bien évidemment, jusqu'à l'arrêt de l'époque URSS, il n'y avait pas de tourisme en Russie, par définition. Donc c'est un jeune pays à découvrir qui s'est constitué, qui s'est structuré et qui s'ouvre depuis notamment les Jeux Olympiques d'hiver à Sochi, depuis la Coupe du Monde. Je pense notamment même à la Coupe du Monde de hockey qui avait eu lieu à Moscou il y a de mémoire, je dirais 2 ans. C'est un pays qui se tourne au travers d'événements, ou même le Grand Prix de Formule 1 en Russie, donc qui se tourne vers le reste du monde, qui l'accueille. Et qui est merveilleux à découvrir. En fait, il y a des villes, des histoires, une culture qui est extrêmement passionnante, tout comme d'ailleurs on l'a en Belgique, en France, avec c'est un vrai pays d'histoire. La Russie, c'est pas un pays. Moi, je voyage beaucoup au Middle East, notamment aux Émirats, qui est un endroit que j'adore, mais qui n'est pas un endroit d'histoire. Quand on est à Dubaï, on ne sent pas le poids d'histoire, on ne sent pas le poids, finalement, comme on l'a peut-être quand on visite Paris, quand on visite Moscou, quand on visite Bruxelles, quand on visite Londres, quand on visite Rome, bien évidemment, d'une civilisation, d'une culture, d'un grand dessin national, finalement. Et ça, la Russie, là, et donc, c'est absolument passionnant, envoûtant à découvrir, et puis, au passage, on est en sécurité, et puis les gens sont très accueillants. Donc, venez découvrir la Russie. Et si vous êtes français, restez-y comme moi, comme ça j'aurai le plaisir de vous rencontrer. Et je peux ajouter une chose, et je pense que vous allez me dire que j'ai raison, obtenir un visa pour la Russie, comparé il y a 15 ans, est devenu beaucoup plus facile. Bon, il y a 15 ans, effectivement, le visa pour la Russie était exclusivement lié à une activité professionnelle. Il n'y avait pas de visa touristique où c'était extrêmement marginal. Aujourd'hui, il y a plein de typologies de visas. Il y a les visas d'affaires et business, bien évidemment. Après, il y a les visas touristiques. Sur les visas touristiques, il y a 2 typologies de visas touristiques, privés et visas touristiques classiques. Il y a les visas humanitaires, il y a les visas d'étudiants. D'ailleurs, MGIMO reçoit beaucoup d'étudiants européens, MGU aussi. Et puis après il y a les visas de résidents
qui sont pour des personnes qui souhaitent sur du long terme, donc dans un premier temps RVP 3 ans, VNG 5 ans et renouvelable après, qui souhaitent s'établir en Russie, voilà, et qui sont dépendantes soit du fait d'être mariées avec une citoyenne russe, soit d'être propriétaire d'un bien en Russie, ou soit, troisième option, d'avoir un enfant dont une des nationalités est au moins russe. Voilà. Ou soit de faire des mix 2 sur 3, 3 sur 3, ça marche aussi. Ça marche, voilà. Mais je veux dire, la Russie est moins fermée qu'il y a 20 ans, beaucoup plus facilement, l'accès est beaucoup plus facile. De Brussels Airport ou de Paris, il y a régulièrement des avions, des prix très convenables. Je ne vais pas faire agent de voyage, je n'ai pas de publicité pour Air France en l'occurrence, la compagnie de mon pays, mais Aeroflot, Air France pour parler Paris-Moscou ou Nice-Moscou ou Lyon-Moscou ou Strasbourg, non, pas Strasbourg, enfin en tout état de cause Nice-Paris ou Lyon, c'est des vols directs, je crois qu'il y en a en tout cas pour Paris au moins un par heure, voire peut-être plus sur les heures de pointe. Et effectivement, c'est comme on vous dit ici, nous ne sommes pas un bureau de voyage, comme on dit ça, mais nous pouvons, par expérience personnelle, nous pouvons quand même dire, ne croyez pas qu'est-ce qu'on dit de la Russie en Occident, venez voir vous-même et faites vous-même une opinion de la Russie. Je pense que c'est la meilleure chose qu'on peut faire. C'est une bonne chose. Ouais. Je vous remercie pour l'interview. Merci. C'était très chouette, du cœur. Ça se voit que les Français ont du cœur. C'est un peuple qui est chouette, que j'adore d'ailleurs. Et nos cousins belges pareil. Et je vous souhaite beaucoup de succès encore ici en Russie. Merci beaucoup. À très bientôt. Bientôt.